Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur notre plateau de la Cité de la Voile Éric Tabarly pour accueillir aujourd'hui un invité qui ouvre ce mois-ci le chapitre du toute nouvelle histoire à la barre d'un IMOCA à foil flambant neuf, un monocoque orange aux couleurs de son fidèle partenaire, un bateau avec lequel il s'alignera sur la Route du Rhum 2022, mais aussi et surtout sur le Vendée Globe 2024. Un tour du monde sur lequel notre skipper a une revanche à prendre, lui qui avait marqué les esprits sur l'édition 2020. Contraint de se réfugier en quelques secondes dans son radeau de survie, le Malouin, jusqu'alors connu pour ses talents de navigateur et sa technicité, avait bluffé tout le monde par sa réactivité et son sang-froid. Kevin Escoffier est avec nous. On l'accueille. Bonjour Kevin, bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Alors on le disait à l'instant, les esprits ont été marqués par ton naufrage sur le dernier Vendée Globe. Tu avais été en effet secouru par Jean Le Cam. Tu avais eu ce texto resté célèbre, « Je coule, ce n'est pas une blague ». Forcément, ce naufrage, on en parle. Est-ce que ça t'agace un peu ou est-ce que ça fait partie de ton histoire et tu l'acceptes ? Non, je le comprends tout à fait. Pour moi, je préfère passer à autre chose, je préfère passer au sport, je préfère passer, il y a un nouveau bateau. Dès la dernière fois que je suis retourné naviguer, c'était en ultime à Carmel-le-Cléache. Une belle Transat Jacques Vabre. Exactement, sur la Jacques Vabre. Donc je pense que je montre que je ne cherche pas à surfer, sans mauvais jeu de mots, mais je ne cherche pas à surfer sur cet événement du Vendée Globe. Moi, je cherche la compétition et le sport. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je comprends tout à fait qu'humainement, les gens aient été marqués par cette histoire. Ma famille l'a été, mes proches l'ont été, le grand public l'a été. J'étais connu, on va dire, du milieu professionnel avant le Vendée Globe pour avoir navigué au large en équipage, en équipage réduit. J'ai été connu du grand public à travers cette histoire, donc je comprends tout à fait qu'on m'en reparle. Maintenant, on m'en reparle. Par contre, à moi de travailler pour que justement il y ait d'autres choses à raconter que seulement cette histoire, et j'espère le faire plutôt pas trop mal en allant faire de la compétition sur de très beaux bateaux comme l'ultime de Banque Populaire ou le nouvel IMOCA PRB. Alors justement, après cette Transat Jacques Vabre que tu as évoquée en ultime avec Armel Lecléache, tu écris les premières pages d'une nouvelle histoire avec un foiler aux couleurs orange. C'est immuable chez ton sponsor. Il a été mis à l'eau le 7 mai dernier, donc c'est très récent. Et on imagine, comme tu viens de le dire, que tu as plus envie de regarder devant que dans le rétro. On voit les images de la mise à l'eau, d'ailleurs. Ouais, je le trouve très joli, moi, en toute objectivité. Bien sûr. Très belle ligne, épurée au niveau de la déco. Parfait. Alors, il faut savoir que c'est quand même les 30 ans, vous disiez, un sponsor fidèle. C'est pas mon sponsor fidèle, c'est un sponsor fidèle. Oui. À la voile. C'est plus ancien. Exactement. J'ai envie de dire qu'il y a quelques projets comme ça où le sponsor passe avant les skippers, et c'est très bien, je trouve, parce que c'est grâce à eux qu'on fait de beaux bateaux et qu'on fait de très belles courses. Et cette année, c'est les 30 ans du sponsoring voile PRB avec des skippers de renom passés avant moi. Isabelle Autissier et puis Michel Desjoyaux et Vincent Rioux qui ont tous deux apporté une victoire sur le Vendée. Donc voilà, ça donne un peu le vertige quand on cite ces noms-là. Mais on a beaucoup travaillé directement, j'ai envie de dire, déjà sur le bateau de Jean Le Cam en 2020. Jean-Jacques Laurent annonçait qu'il continuerait à me suivre. À peine rescapé, c'était une très très belle histoire et c'était émouvant aussi de voir ce soutien. C'était assez parce que tout aurait pu s'arrêter là aussi. Oui. Et tout a continué. Donc j'ai envie de dire que ça ne sert même pas à grand-chose d'y penser. Tu disais, j'ai envie de regarder devant. C'est même pas que j'ai envie, c'est que je regarde devant. À partir du moment où il y a des gens qui continuent à te soutenir dans ces moments difficiles, il faut s'estimer chanceux et travailler pour être, on va dire, à la hauteur de ce qu'on met en toi, de ce qu'on t'apporte pour ces projets-là. Donc on avait choisi de racheter une coque. Oui, voilà, alors on va y venir parce que ce nouveau plan, c'est un plan Verdier, mais qui était initialement construit pour The Ocean Race, qui avait été lancé par un propriétaire américain et arrêté. Et toi, vous avez fait le choix de racheter cette coque. Justement, Kevin, quel est l'intérêt principal par rapport à une construction neuve? Quels sont les avantages? Alors j'ai envie de dire que chacun trouve les intérêts dans un projet en fonction des paramètres de base. C'est-à-dire que nous, on avait perdu un bateau sur le Vendée Globe, donc on n'avait plus de bateau sur lequel naviguer. C'est-à-dire que quand tu as un bateau, tu peux te permettre de lancer une construction longue, puisque tu as toujours un support pour retourner à la compétition, s'entraîner et également faire de la communication pour compenser ce que ton partenaire investit dans le projet. Donc nous, on n'avait plus de bateau. Donc il y avait deux solutions. C'est soit on en louait un
en attendant qu'un bateau se construise. PRV, ça reste une PME. Donc dans ce sens-là, Jean-Jacques avait dit qu'il me suivrait, il avait dit qu'il construirait un bateau, mais il avait également dit qu'aujourd'hui, avec l'inflation des budgets IMOCA, il ne pouvait pas suivre à la fois la construction et le budget de fonctionnement. Donc on avait parlé d'un copartenaire. On en parlera peut-être par la suite. Donc du coup, on s'était dit comment est-ce qu'on peut faire. Donc il y a une économie sur le projet. Donc, pour avoir le bateau rapidement, pour pouvoir naviguer, et pour pouvoir également réduire le coût de la construction d'un IMOCA. Et donc cette coque-là était parfaite. C'était un projet pas simple parce que la coque était en cours de construction. Donc recommencer, entre guillemets, à construire un bateau, c'est des phases de transition qui ne sont pas forcément faciles. Oui. Bateau en Angleterre, Brexit, Covid. Donc, voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de monde dans le team qui ont pu gérer ça, mais ça a été un projet ambitieux pour justement pouvoir renaviguer le plus tôt possible et, on va dire, dépenser le moins d'argent, même si ça reste des sommes qui sont quand même de très grosses sommes, faut l'avouer. Alors, il y a pas moins de 15 bateaux qui sont construits pour le prochain Vendée Globe. Donc là, on n'est pas vraiment sur une toute nouvelle génération. Comment tu le définirais, toi, d'un point de vue architectural ? Alors déjà, c'est un plan Verdier, donc on connaît la polyvalence des plans Verdier, des bateaux, c'est quand même un architecte où on voit, si on regarde, parce qu'on a la chance à Lorient d'avoir toutes les générations de plans Verdier les uns à côté des autres, on voit ce fil d'Ariane un petit peu, où on voit l'évolution des designs. C'est un architecte cohérent avec des bateaux polyvalents, qui est très bien entouré au niveau structure. On a vu que ça faisait partie des bateaux. Alors le mien est un VPLP Verdier, donc j'en parle assez ouvertement, mais bon, il y avait d'autres paramètres. On avait ajouté des foils, etc. Mais c'est vrai que c'est des bateaux qui n'avaient pas cassé, construits chez Jason Carrington en Angleterre. Alors je ne dis pas que les Français ne sont pas capables. J'ai travaillé avec beaucoup de chantiers français qui travaillent à la perfection. Mais là, en l'occurrence, il y avait un bateau là-bas. Et c'est un chantier qui a fait Hugo Boss, qui est un très bon chantier. Donc tous les paramètres étaient réunis pour pouvoir faire un beau bateau. Et comme tu le disais, un peu entre deux générations. C'est-à-dire dessiner après les bateaux qui ont fait le Vendée Globe 2020, mais pas de génération 2022. Et alors, ça a quand même pas mal modifié les traves. Aussi de Vous avez pas mal modifié les traves. Ouais. Exactement, justement, en partant de cette base-là, je me suis dit, alors, c'est vrai qu'on n'a pas le dernier bateau, mais on va investir une partie de l'argent qu'on a économisé en rachetant cette coque en Angleterre pour pouvoir justement faire une transition, on va dire, 2021-2022 en changeant les traves. Alors, quand je dis les traves, c'est quand même 4,80 m. Oui, c'est un marqueur. C'est pas anodin. On a poussé un petit peu avec Guillaume, on a fait 23 étraves, on a modélisé 23 nouvelles étraves sur ce bateau-là, sur cette coque. Donc vous avez vraiment accordé énormément d'importance à cet élément. Exactement. On a fait un design de foil qui est spécifique à ce bateau. Donc là, pour le coup, j'aurai la même génération de foil que les 15 bateaux dont tu parlais qui vont aller à l'eau entre 2022 et 2023. Donc voilà, je pense qu'on a très bien travaillé. J'y ai mis un petit peu de cœur. Le cockpit qui était normalement c'était un bateau conçu pour de l'équipage. Donc j'imagine il a fallu. Mais ce qui m'allait bien aussi, on voit que l'IMOCA aujourd'hui ça évolue. Il y a l'Ocean Race qui va quand même partir après la route du Rhum. Il y a de plus en plus de courses, on l'a vu, l'European Race. Il y a de plus en plus de courses qui se font soit en équipage réduit, soit en équipage complet, c'est-à-dire entre 4 et 5 personnes. Donc je voulais aussi avoir un bateau qui soit polyvalent également de ce côté-là, donc avec un plan de pont très fermé, mais avec de la visibilité un petit peu tout autour, un petit peu bas, c'est vrai, même pour moi qui ne suis pas très très grand, ça se voit pas sur le tabouret, mais et en tout cas, non, bien protégé, et je suis vraiment très fier du travail de l'équipe de PRV pour qu'on ait réussi à mettre un bateau à l'eau aussi propre dans le temps imparti et en ayant réussi à s'entraîner du coup aussi avec ce bateau-là. Exactement, et en ayant contenu le budget, parce que pour moi c'était je prenais vraiment ça à cœur de réussir à faire ce projet-là avec une PME. Voilà, mais Kevin, entre l'Ocean Race, le Jules Verne et puis les transats, tu as cumulé nombre de milles, mais il faut rappeler aussi que ton job originel, c'est que tu étais responsable du bureau d'études de Banque Populaire. Donc on imagine que tu as particulièrement travaillé sur la fiabilité de ce 60 pieds, surtout à la lumière de ce que tu as vécu. Alors pour être tout à fait honnête, il y a une seule chose que j'ai fait en rapport avec le Vendée Globe 2020, c'est qu'on a rajouté un cas de chargement sur le bateau qu'on appelle inversion de foil. Et un foil, c'est comme une aile d'avion, c'est-à-dire que ça a plutôt tendance à pousser le bateau vers le haut, à la fois pour éviter qu'il penche sous l'effort du vent dans les voiles, mais également pour le sustenter, pour le décoller de l'eau et donc diminuer la traînée et aller plus vite. Mais il y a également un souci, c'est dans le cas d'inversion. C'est-à-dire que quand on plante dans une vague, et ce qui a pu se passer sur le PRB, quand on plante dans une vague, ces ailes d'avion fonctionnant dans l'eau peuvent voir l'eau arriver par le dessus plutôt que par le dessous, ce qui va alourdir le bateau, l'enfoncer dans l'eau, générer des contraintes plus importantes qui peuvent amener jusqu'à le casser.
Donc la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé avec Guillaume Verdet et Pure, le calculateur, un nouveau cas de fonctionnement de ces bateaux pour voir s'ils pouvaient tenir avec ce cas-là. Donc on a mis quelques renforts dans le pont du bateau et dans le coach roof, c'est-à-dire le roof du bateau pour pouvoir tenir ce cas-là. Alors justement, tu viens de nous donner un exemple concret parce que le Vendée Globe d'Ixi Michel Desjoyaux, c'est un emmerde par jour. Toi, tu es réputé aussi pour ta capacité à gérer les problèmes techniques. À bord de Tim Dongfeng, tu étais surnommé le MacGyver. Ça va aussi être très important dans la mise au point et la préparation de ce 60 pieds. Ouais, c'est évident. La question n'est pas de savoir si on va avoir des problèmes ou pas. La question, elle est comment on va les résoudre. Comment on va les résoudre de façon la plus intelligente possible. C'est ce qu'on appelle de la gestion de projet. C'est sûr et certain, il faut s'attendre. On va casser des choses, c'est certain. Ça reste des prototypes, ça reste des bateaux qui vont très vite. Donc par contre, derrière, il faudra savoir soit réparer ces choses-là en course pour ne pas abandonner, soit quand on est à terre, les réparer de la façon la plus efficiente possible pour continuer à naviguer et continuer à développer la performance du bateau. C'est toujours ce qui n'est pas facile, c'est toujours de trouver le bon compromis fiabilité-performance. Sinon, on ferait des chars d'assaut qui feraient 2 tonnes de plus, mais en termes de performance, ce serait compliqué. Alors on va parler tout à l'heure de la Guyader Bermude-Milray. Juste un mot, parce qu'on parlait de ton naufrage en début d'émission. Et c'est vrai qu'Alan Roura a connu une importante voie d'eau. Il se fait quand même une petite frayeur sur cette course. Quand tu entends ce genre d'infos, forcément, ça ravive des souvenirs et ça te conforte dans l'idée qu'à un moment donné, il faut aussi mettre l'accent sur la sécu et sur ces aspects-là. Ouais, mais je pense qu'on met l'accent sur la sécurité. Quand on regarde bien en termes de... j'ai malheureusement moi, participé à la dernière Volvo Ocean Race où il y a quand même eu un décès sur cette course-là. Il y en avait Avec un eu bateau de pêche et une collision. Alors ça, sur le bateau de pêche, mais il y a également eu John Fisher qui était tombé à l'eau aussi, dans l'étape du Sud sur le bateau Scallywag. Donc, malheureusement, il y a pas mal d'incidents sur l'Ocean Race. Et c'est en équipage, donc avec des bateaux moins protégés. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la course au large, je n'ai pas envie de comparer course au large française ou anglaise, ça n'a rien à voir, mais dans la course au large, il y a quand même très très peu, vu le nombre de bateaux, vu le nombre de courses, il y a quand même très peu d'accidents. Donc moi, je considère qu'on met quand même le niveau de sécurité de façon très élevée, et c'est tant mieux. Maintenant, ça reste des bateaux, donc ça peut prendre l'eau. Les IMOCA sont logiquement incoulables. Alors moi, c'est un cas exceptionnel, c'est arrivé 2 fois, peut-être 3. Il y avait eu Bernard Stamm également sur un retour de Jacques Vabre, mais quand le bateau se coupe en deux, on manque de flottabilité. On manque de flottabilité. Mais normalement, un bateau, un IMOCA, si vous le remplissez entièrement d'eau, il sera au ras de l'eau, mais il ne coulera pas. On avait vu avec Jean aussi, par exemple. Normalement, le bateau n'est pas censé couler. Alors, juste pour rester sur... allez, dernière petite question là-dessus. Est-ce qu'il t'arrive de te refaire le film, de te réveiller en sueur la nuit en train d'enfiler ta combi? Est-ce que tu as ce genre de cauchemar ou est-ce que... Enfin voilà, parce qu'on a l'impression vraiment qu'en effet, t'es passé à autre chose, t'es tout de suite reparti naviguer. Mais est-ce qu'il t'arrive quand même d'avoir une appréhension ou en tout cas de revivre cette scène-là par moment? Alors, en sueur, ça m'arrive parce que j'ai toujours un petit peu chaud, mais ça, c'est parce que je viens de Bretagne Nord. Je viens de Bretagne Nord, on est habitué au froid. Mais non, blague mise à part, non, franchement, jamais. Pas du tout. Ouais. Les seules fois où j'y ai pensé, c'est sur le bateau de Jean, où j'y ai repensé 2-3 fois. Je peux t'assurer que non seulement j'y ai jamais repensé, j'en ai pas rêvé. Si j'y repense, c'est parce qu'on m'en parle. Et encore une fois, j'y réponds. Peut-être pas avec plaisir, mais j'y réponds parce que non, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas une histoire de plaisir, c'est que je comprends tout à fait qu'on me pose des questions. Donc et ça me dérange pas d'y répondre. Par contre, encore une fois, voilà, moi je travaille. Mon boulot au jour le jour n'est pas de parler de ça. Mon boulot au jour le jour n'est pas de repenser à ça. Mon boulot au jour le jour, c'est de faire le plus beau bateau possible pour faire le meilleur résultat possible sur le Vendée Globe 2024, voire même dès le 6 novembre. Au départ de la route du Rhum de Saint-Malo. Alors tu parles justement des objectifs et forcément la concurrence elle va être terrible dans cette classe qui est reine avec des nouveaux projets et des marins de talent déterminés comme toi. Tu vas être rangé dans la catégorie des favoris. Il y a une attente forcément en matière de résultats puisque tu as souligné l'engagement là, de ton partenaire. Il y a une attente. Est-ce que c'est plus de pression? Alors, déjà c'est départ de Saint-Malo. Donc forcément, va falloir quand même. Va falloir assurer là. Va pas falloir faire mine, hein, sinon parce que la famille est Escotier à Saint-Malo. Ah oui, sinon je pourrais plus y retourner le week-end. Ils viendront peut-être en Bretagne Sud, mais ce sera terminé. Mais non, la pression, je peux t'assurer qu'avec mon partenaire, ça se passe très très bien. Celui qui se met le plus la pression, j'ai envie de dire, c'est moi, et ça me tient à cœur.
Encore une fois, je vais sur l'eau parce que j'adore être sur l'eau, j'adore vivre de la mer. Je peux le contempler, je peux y trouver de la beauté, des bons moments, mais j'y vais aussi pour faire de la compétition. Donc c'est sûr que j'irai en étant à 100%. Je me prépare physiquement pour ça, je me prépare techniquement. Je me suis entouré de personnes très compétentes dans le team. On a mis un bateau à l'eau le samedi, le lundi on faisait le test à 90 et le vendredi on naviguait. Et je pense que vous avez pu juger de la qualité de finition du bateau pour une première navigation. Voilà. Donc je peux vous assurer on voyait que Pascal Bidégory à bord, il avait envie de prendre la barre. Oui, mais il ne faut pas confondre aussi. Hein. Donc, non, mais j'adore. Mais Pascal, en plus d'être un des marins les plus talentueux qu'on a dans la course au large, c'est aussi un ami. Donc, il n'y a que ma compagne qui est un peu désolée parce que quand il vient du coup ici, il dort à la maison et comme on va beaucoup naviguer, il va souvent passer du temps à la maison. Mais à part ça, tout va bien. Il parle beaucoup, Pascal. Dans l'actualité très riche de ce printemps, on le disait, la Guyadère Bermude 1000 Race qui vient d'avoir lieu et qui a été magistralement dominée par Charlie Dalin. Gilbert. Oui, puisque Charlie Dalin, il a mené de bout en bout pour s'imposer sur cette épreuve. Le skipper d'Apivia, on peut dire qu'il a vraiment réalisé un sans faute et ce sera forcément un client sérieux pour la prochaine route du Rhum. Le podium a été complété par un certain Jérémy Bayou sur son Charal 1 et puis par Louis Burton, autre malouin d'adoption, avec donc Bureau Vallée. Il faut dire que toutes les têtes d'affiche étaient un petit peu au rendez-vous parce que Thomas Ruyant, il occupait la 3e place aussi, lui, avant d'être contraint à l'abandon sur une avarie de barre. Oui, donc c'était pas une surprise de voir ces têtes d'affiche avec des bateaux qui ont été encore éprouvés, optimisés. Tu étais bien occupé, on l'a compris, mais j'imagine que tu as quand même suivi de très très près ce qui s'est passé sur l'eau. Comment tu as analysé les performances des uns et des autres? Commençons par Charlie, par exemple. Non, mais c'est vrai que tu parlais du plateau de la Route du Rhum, 35 bateaux. Il y aura quelques bateaux neufs. Charlie, de toute façon, on l'a vu naviguer depuis maintenant. Sa première régate, c'était en 2019 avec son bateau, la Jacques Vabre, avec Yann Eliès qui remporte, juste devant, je peux quand même le citer, avec Nicolas Lundven et moi sur PRB. On voit que Nicolas, d'ailleurs, on le cite, très belle course, on le cite pas assez, bateau à dérive. On va en parler, L'ancien bateau, l'ancien Apicil. Donc il fait une course en finaux 2007 ou 2008. Bien modernisé également par Jean Lecas, mais ça reste un bateau à dérive. Et bon, alors Nico, c'était sa première régate en solitaire en IMOCA, mais voilà, on connaît son niveau. Et Charlie Dalin, il a un bateau très polyvalent. Merconcept a très très bien travaillé pour faire ce bateau-là. Pour moi aujourd'hui, c'est le bateau référence. Et Charlie Dalin fait partie des skippers référents également sur l'IMOCA. Donc pour moi, il sera favori aujourd'hui entre la fiabilité de son bateau, les performances et son skipper qui a à la fois la connaissance parfaite de son bateau et le talent pour naviguer. Il sera également, je pense, favori je suis sûr, également favori au départ de Saint-Malo. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors Jérémy Bayou, lui aussi, qui était au rendez-vous une fois de plus, disait ne pas jouer tout à fait dans la même catégorie que Charlie, parce qu'il faut savoir, il y a une petite subtilité au niveau des foils. Charlie avait construit une V2, la règle a changé, mais comme ça avait été construit avant le Vendée Globe, il peut les utiliser. Est-ce que, donc, en quoi c'est avantageux, en quoi ces foils-là sont plus efficaces, quoi? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 3 bateaux. Arkea Paprec, qui est pas très loin d'ici, avec des grands foils lancés. Le plan Manoir, donc ancien Occitane, maintenant Bureau Vallée, avec des grands foils, et également Apivia. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans la classe IMOCA une grandfather rule, c'est-à-dire une règle d'ancienneté qui permet, quand on modifie des règles, à certains bateaux de continuer à naviguer pour ne pas avoir trop d'influence, on va dire, financière ou de gestion de projet sur ces bateaux-là. À la suite du Vendée Globe 2020, on s'est aperçu que si on ne mettait pas de haut-là sur la taille des foils, on allait peut-être un petit peu s'enflammer, à la fois en termes de prix, à la fois en termes de gestion des bateaux en solitaire, également en termes d'impact environnemental, parce que c'est vrai que dans l'IMOCA aujourd'hui... La classe IMOCA commence à prendre beaucoup conscience de cet aspect-là aussi. Commence ou peut être aussi en partie une des classes, on va dire, leader là-dedans, dans le domaine de la prototypie en tout cas, parce qu'encore une fois, il faut toujours dissocier les prototypes des monotypes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 3 bateaux, alors 2 en l'occurrence sur la course, qui naviguent avec des foils plus grands. Les foils plus grands, ça permet 2 choses, de décoller un peu plus vite. Plus les ailes sont grandes, plus ils décollent vite. Ensuite, à vitesse élevée, ça ne change pas grand-chose parce qu'on a besoin de moins de surface. Donc du coup, ça ne change pas grand-chose. Et ça permet aussi à ces bateaux-là des allures puissantes, c'est-à-dire depuis le près
au débridé, en passant par le reaching, d'être plus rapide à ces allures-là. Donc c'est quelque chose qui va bien évidemment être regardé au sein de la classe IMOCA pour éviter toute inéquité sportive. Maintenant, ce qu'il faut également savoir, c'est que ça, on le regarde de près. Les bateaux qui ont des grands foils, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que ce sont des règles qui sont même pour nous cette explication technique est intéressante. Mais pour expliquer, c'est que ces grands foils-là donnent déjà des compensations de performance aux autres bateaux. Ils sont limités sur la quête du mât, c'est-à-dire l'angle que fait le mât par rapport à l'horizontale, et ils sont également limités sur l'angle sur lequel ils peuvent jouer pour donner l'incidence à l'appendice. C'est-à-dire qu'une aile d'avion, on va jouer sur des flaps à l'arrière pour qu'elle génère plus ou moins de portance. Nous, sur les foils, on a le droit de faire jouer les appendices de haut en bas pour pouvoir donner plus ou moins d'angle d'attaque sur les foils. Sur un bateau à la règle sans grandfather rule, on a par exemple 5 degrés de droit de variation d'angle d'attaque. Eux, ils n'en ont que 3. D'accord, donc voilà, pour essayer de compenser un petit peu, on essaie de trouver des solutions. Dans un monde parfait, on devrait tous être avec la même règle. À la victoire de Charlie, bien sûr, qui était sa première grande victoire. Alors ça, la question se pose même pas. Voilà. Mais il faut quand même le regarder de près. Si aujourd'hui les compensations ne sont pas suffisantes, l'ensemble des skippers, l'ensemble des intervenants de la classe en reparleront. Et il faudra se mettre tous d'accord ensemble, comme on l'a fait à plein de reprises. Et je pense que c'est cette discussion-là au sein de cette classe qui nous permet d'avoir 35 bateaux au départ de la Route du Rhum, 40 au départ du Vendée Globe, avec des bateaux d'ancienne génération, certains peut-être un mât un peu plus petit, mais c'est ces règles-là qui permettent aussi de faire vivre des projets en limitant l'impact financier des changements de règles. Sinon, on ferait comme les Formule 1, c'est-à-dire que tous les ans, on reconstruirait des voitures from scratch depuis le début, mais on ne peut pas se le permettre et ça nous permet d'avoir plus de bateaux. Et du coup, on peut aussi faire de très très belles courses avec un bateau à dérive, comme l'a prouvé, tu le disais, Nicolas Lundven. Et à son propos, un petit tweet de Michdej qui disait « Allez Nico Lundven, c'est plutôt allez les sponsors potentiels, vous attendez quoi ?» Parce que lui, il est chaud. Et on le rappelle, il cherche à faire le Vendée Globe 2024. Il cherche des partenaires et il le mérite. À noter également sur cette course la belle 5e place d'Isabelle Josqueux sur son MACSF à foil, Benjamin Dutreux, Conrad Coleman ou encore Benjamin Ferré qui ont fait aussi de très belles courses et se sont fait remarquer. Alors toi, tu as eu le plaisir, tu n'étais pas sur cette course, mais tu as effectué la première sortie avec ton nouveau PRB. Dis-nous un peu les premières sensations. Oui, vendredi dernier, on y est retourné hier, on y retourne demain. Donc, alors ce qui est fantastique, je trouve, quand on met un bateau neuf à l'eau comme ça et qu'on a participé à la construction, à la conception et à la construction, c'est de découvrir si les sensations, si le comportement du bateau sont les mêmes que ce qu'on avait imaginé en fait. Et alors, qu'est-ce que ça donne? On voit ces images. Ouais, c'est pas trop mal. Là, il y a un petit pli dans la grand voile, mais c'est pas. Franchement, c'est très. Non, les voiles sont magnifiques. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc on cherche à creuser un petit peu les voiles, mais non, tout tombe très bien. Les systèmes fonctionnent bien. Alors, je suis pas encore prêt à partir en solitaire demain matin parce qu'il y a des réglages d'électronique, il y a forcément des ajustements, mais on va dire que tous les gros dossiers entre guillemets, voile, appendice, safran. Tout fonctionne bien à bord et les premières sensations sont celles d'un bateau équilibré qui est assez facile, qui décolle de ce qu'on a pu voir assez tôt. Donc je suis très content et j'ai hâte d'y retourner demain matin. Et alors il y aura la Vendée Arctique. Charlie disait que ce serait la course la plus dure. Finalement, il disait même plus dure que la Route du Rhum selon lui. Oui, parce que le fait on avait vu il y a 2 ans que la Vendée Arctique c'était quand même un gros morceau. Moi j'avais terminé 5e c'était pour ma première course en solitaire, et en fait comme on fait du nord-sud, on a énormément de transitions. Les phénomènes météo se déplacent d'ouest en est par chez nous, en arrivant un peu par le nord, par l'Irlande souvent. Quand on regarde la carte, on voit souvent les dépressions qui sont plutôt côté nord parce que nous on a la chance d'avoir un anticyclone pas loin de chez nous avec l'anticyclone des Açores, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi aujourd'hui l'idée initiale avec ce projet c'était de pouvoir être présent au départ de la Vendée Arctique. Maintenant, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, Brexit, Covid, ça a forcément glissé un petit peu et je me réserve, je décide la semaine prochaine. Si tu l'as fait ou pas. Ouais, parce qu'il y a un gros enjeu. Il faut savoir que cette course est qualificative pour le Vendée Globe. Et Jacques Arès disait ça va jouer sur les 1000 engrangés aussi, beaucoup. Alors pour moi, j'ai la chance d'avoir un bateau neuf, donc j'espère ne pas avoir besoin de participer à cette course aux 1000. Tous les bateaux neufs, c'est pas vrai. Il y aura 13 bateaux neufs qui auront une wildcard pour pouvoir participer au Vendée Globe. Les suivants des bateaux neufs devront faire de la course aux 1000 et pareil pour les autres bateaux. Donc quand on dit course aux 1000, c'est pour le skipper.
plus que pour le bateau. Oui, donc C'est-à-dire là, à que ce le niveau-là, skipper, les milles sont attachés au skipper. C'est-à-dire peu importe sur quel IMOCA navigue le skipper, il prend des milles. Et ensuite, s'il veut racheter, par exemple, tu parlais de Nicolas Luneven, là, il engrange des milles sur un bateau. Si un sponsor vient le voir demain, il peut racheter un bateau d'occasion et il aura toujours ces milles-là pour pouvoir cette qualification. Exactement, D'accord. sélectionné pour le Vendée Globe. Alors Kevin, l'objectif c'est quand même la route du Rhum et l'intérêt c'est que tu as du temps pour mettre au point ton bateau. Tu es malouin, forcément c'est une transat qui t'a fait rêver. Qui te fait rêver? Bah oui, non, mais, tu sais, quand tu vas au Sable d'Olonne ou en Vendée, les gens ils te parlent du Vendée Globe. Moi, la course que j'ai découvert de tout petit jusqu'à plus tard, c'est tous les 4 ans le départ de la route du Rhum avec le passage des écluses. Quand j'étais petit, avec les bateaux de pêche de mon père, on tractait certains bateaux. C'est un petit peu comme sur le départ du Vendée Globe dans le chenal. On tractait les bateaux pour aller à la pointe du Grouin sur la ligne de départ. Cette année, il y a également mon frère qui est marin pêcheur, qui a un armement de pêche à Saint-Malo, qui participe à la route du Rhum en classe Rhum sur un ORC 50. Donc oui, c'est une histoire malouine, c'est une histoire de famille. Mon père y a participé, l'a gagné. Donc j'ai vraiment à cœur de faire quelque chose de bien pour cette course qui sera ma première, on va dire, mon premier objectif sportif. Parce que même si je participe à la Vendée Arctique, malheureusement, je n'irai que pour faire un galop d'essai, pour mettre au point le bateau, mais à aucun moment je n'irai avec un objectif sportif. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur avec ce nouveau bateau. Beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau du Café de la Marine. N'oubliez pas pour suivre l'Actu Voile, les pages du Télégramme et Planète Voile. Merci à Arnaud et Youn à la réalisation. Merci à tous. On se retrouve bientôt, Gilbert. Bye bye. Bye. Merci.